Bonjour. Monsieur Édouard Balladur se présente pour la première fois à la présidence de la République, Monsieur Brice Lalonde pour la deuxième fois, Monsieur Chirac pour la troisième et notre invité d'aujourd'hui pour la quatrième fois. Madame Laguiller, bonjour. Vous êtes candidate du parti trotskiste Lutte ouvrière, un parti d'extrême gauche. Vous faites preuve d'une belle persévérance car vous êtes la recordwoman des candidatures et d'une belle constance dans vos convictions qui n'ont pas varié d'un pouce depuis que vous militez à Lutte ouvrière, c'est-à-dire depuis 1968. Vous êtes donc à la fois, je dirais, inoxydable à l'usure du temps et imperméable aux modes qui jouent pourtant, vous le savez, un si grand rôle en politique. Jusqu'à présent, cette persévérance n'a guère payé. En 1974, vous avez obtenu 2,33% des suffrages exprimés. En 1981, 2,32%. En 1988, vous êtes tombé à 2,2%. Mais 2,02%. Mais cette fois-ci, ça a l'air de marcher assez fort pour vous. Dans le sondage IFOP du journal du dimanche de ce matin, vous êtes à 4,5% d'intention de vote, c'est-à-dire 10 fois le candidat du Parti radical, M. Horry. Alors, est-ce que vous serez encore candidate en 2002, année où M. Balladur aura vous aurez, 3 ans de moins que M. Balladur aujourd'hui? Je vous le dirai peut-être à la fin de l'émission. D'accord, on vous le reposera. Alors, bien sûr, vous allez ce matin nous parler de votre programme, madame, de ce que vous proposez aux Français, mais nous vous interrogerons aussi sur l'actualité qui est particulièrement riche cette semaine. Vous qui avez publié en 88 un livre intitulé « Il faut changer le monde », qu'est-ce que vous pensez du programme de lutte contre la pauvreté adopté vendredi à Copenhague par les Nations Unies, par les chefs d'État des Nations Unies? Vous qui, pour employer une expression un peu familière, bouffez du patron à longueur de discours, que pensez-vous des malheurs de M. Suard, PDG d'Alcatel Thompson, contraint par la justice à abandonner ses fonctions à la tête du deuxième groupe industriel français? Ces mésaventures ont d'ailleurs inspiré le dessinateur Plantu, vous l'avez vu dans Le Monde d'hier, avec cette phrase « Et en plus, Arlette Laguiller passe à l'heure de vérité ». Alors on va diviser cette émission en 3 parties, si vous en êtes d'accord. Avec Christine Clair du Figaro Magazine, nous essaierons de faire plus ample connaissance avec vous dans le Who's Who, ce dictionnaire de la réussite sociale consacré par la bourgeoisie. Vous vous présentez comme femme politique. Mais vous êtes aussi, entre 2 élections, il faut le dire, employée au Crédit Lyonnais, on en parlera, et vous êtes femme tout court, et nous essaierons de retrouver la femme derrière la militante et derrière la candidate. Alors on parlera ensuite avec Jean-Marie Colombani de votre programme, qui est le même que la dernière fois, puis avec Alain Duhamel de vos adversaires, qui eux ne sont plus les mêmes, si j'accepte M. Wechter, M. Chirac et M. Le Pen. Alors on commence tout de suite avec Christine Clair pour un petit quart d'heure. Christine Clair du Figaro Magazine. Bonjour Arlette Laguiller. Laguiller, c'est pas grave. C'est pas grave. On va pas perdre de temps. Alors, François-Henri de Virieu vous l'a dit, il m'a chargé d'interroger chez vous la femme et de laisser la politique à mes collègues masculins. Il y a tout de même une question un peu politique qui me... C'est quand même bizarre, ça, d'avoir choisi ça, non? Ça arrive souvent, vous savez. Oui. Il y a tout de même une question un peu politique qui me turlupine. Vous êtes quelqu'un de gentil, je crois, vous aimez les gens, et il y a pourtant une catégorie que vous ne pouvez pas encaisser, ce sont les patrons. Alors, si vous aviez un collègue salarié au Crédit Lyonnais ou si vous voyez un jeune chômeur qui a envie de créer son entreprise, qui a une bonne idée, qui a envie de créer des emplois, vous lui dites non, ne deviens pas patron, tu ne seras plus mon ami? Vous savez, si je connais un jeune dans mon milieu qui veut devenir patron, je lui dirais attention, il vaut bien mieux peut-être que tu restes avec tes camarades de travail à essayer de changer cette société pour que demain tout le monde puisse avoir un niveau de vie décent, avoir le droit à un logement, avoir le droit à l'éducation, avoir le droit à la culture, avoir le droit à des soins corrects, à une retraite correcte. Je lui dirais que l'avenir, c'est ça aujourd'hui, c'est collectivement nous changions la société. Pas d'essayer de s'en sortir individuellement en montant sur l'épaule des autres. Et puis je lui dirais en plus que c'est pas certain qu'il ait la chance de tapis d'avoir des soutiens politiques et le soutien des banques. Alors vous n'avez pas essayé de vous en sortir individuellement. Pourtant, je crois que vous étiez une bonne élève à l'école. Vous auriez pu, comme on dit, gravir les échelons, devenir peut-être un cadre, qui sait, peut-être un directeur d'agence bancaire. Vous avez préféré opter pour le combat politique. Vous savez qu'on vous appelle quelquefois une bonne sœur laïque. Dans ma bouche, c'est pas désobligeant. D'ailleurs,
vous ne vous maquillez pas, sauf un tout petit peu aujourd'hui, je crois, c'est pour la première fois. Vous n'avez pas voulu vous marier, ni avoir d'enfants. Vous êtes consacré entièrement au combat pour les autres. Quand est-ce que ça vous est venu, cette vocation? À quel moment avez-vous prononcé cette espèce de vœu, comme d'autres prononcent le vœu de pauvreté et de chasteté? Moi, j'ai pas de vocation particulière. Je suis d'une génération qui avait 14 ans au début de la guerre d'Algérie. Et cette guerre d'Algérie... la jeunesse de mon époque nous a profondément marqués. Et si je me suis engagée en politique, c'est pour soutenir la lutte d'indépendance du peuple algérien, comme beaucoup de jeunes gens et de jeunes femmes à l'époque. Et très, très naturellement, je dirais presque, ce combat-là m'a porté vers l'envie de militer, de faire plus pour changer complètement la société. Moi qui faisais partie d'un milieu modeste, pauvre, on peut dire, et qui donc avait connu beaucoup d'injustices déjà dans son enfance et qui cherchait la façon que la société marche mieux, qui n'est pas d'un côté, comme on le voit aujourd'hui de façon flagrante, une richesse énorme à un bout et de plus en plus de pauvres à l'autre. Dans votre livre « Moi, une militante », vous racontez votre enfance, vous dites que votre père avait été séminariste et que votre mère était très catholique. Qu'est-ce qui vous en est resté, cette éducation religieuse? Sur le plan de la religion, rien du tout. D'ailleurs, je dois dire que j'ai jamais cru, même étant enfant, j'étais la contestataire du catéchisme. Et non, j'ai jamais cru, mais mon père, justement, peut-être parce qu'il avait fait ce type d'études, avait complètement changé, était au contraire un laïc et un athée convaincu qui m'a plutôt transmis son virus, finalement. Alors apparemment, vous n'avez jamais été non plus tenté par le mariage et vous en parlez assez sévèrement. Vous dites que autour de vous, vous voyez tellement de couples qui n'ont rien à se dire, qui se bornent à regarder la télévision. Vous plaignez ces pauvres femmes qui ont cru à l'amour, une invention de la littérature bourgeoise, dites-vous, et qui se retrouvent finalement enchaînées aux tâches ménagères et à l'éducation des enfants. Donc il ne faut pas se marier, c'est ce que vous dites aux jeunes? Vous savez, premièrement, je crois que mes idées ne sont pas très originales aujourd'hui. Si j'en juge par les statistiques, il y a beaucoup plus de couples qui vivent ensemble sans être mariés que l'inverse, et ça semble se développer. Pour une fois, on ne dira pas que j'ai des idées ringardes, on dira que j'ai des idées de notre époque. Non, je crois que moi, je rêve d'une société où... justement, l'échange entre les individus soit riche et où la vie sociale ne se cantonne pas à la cellule familiale qui d'ailleurs souvent se défait. Et c'est vrai que je connais beaucoup de femmes qui élèvent seules des enfants aujourd'hui, qui ont des difficultés. Et le problème pour ces femmes, et ça a toujours été mon idée en tout cas à moi, c'est que les femmes puissent être indépendantes économiquement et ne dépendent pas d'un homme pour cela. Et je suis pour le droit au travail des femmes, le droit à ce qu'elles puissent à la fois réaliser une vie professionnelle, une vie sociale, et en même temps élever des enfants, mais que ce soit l'ensemble de la société qui les aide justement à cette tâche d'élever les enfants. Mais l'amour, vous n'y croyez pas? C'est vraiment une invention de la littérature bourgeoise pour vous? Vous n'avez pas vécu, vous n'avez pas vu autour de vous? Non, mais je crois que si l'amour éternel était comme ça une vérité en soi, il n'y aurait pas autant de divorces, non? Vous ne croyez pas? Alors à propos de littérature, je suis allée chez vous, j'ai été très frappée par le nombre de livres que vous avez et surtout par votre collection de Lénine et Trotsky. Je crois qu'il y a 43 volumes de Lénine et 24 de Trotsky ou quelque chose comme ça. C'est curieux de voir quelqu'un qui lit Lénine à l'époque où on le déboulonne en Russie. Qu'est-ce que vous pouvez dire autour de vous pour inciter à lire Lénine? Qu'est-ce qu'il y a encore à retenir de Lénine? D'abord, je crois que pour moi, la révolution russe de 1917, c'était la seule révolution ouvrière, prolétarienne qui existait en fait dans ce monde, et que Lénine, qui en a été un des acteurs principaux après l'avoir préparé, a beaucoup de choses à nous apprendre et à nous dire sur toute cette époque, toute la Russie, sur les idées des révolutionnaires, sur pourquoi la révolution russe a finalement été possible. Et aujourd'hui, il est de bon ton pour des gens qui se disaient communistes, puis qui en fait étaient staliniens et soutenaient le régime stalinien, de jeter Marx, Lénine, Trotsky aux orties. Mais pour moi, c'est pas ça du tout. Pour moi, au contraire,
les acteurs de cette révolution sont les seuls finalement qui nous expliquent et qui en réalité avaient prévu l'échec de cette révolution qui a eu lieu dans un pays développé où la classe ouvrière était faible et qui ne pouvait qu'échouer dans la mesure où le reste des travailleurs, en particulier des pays développés de l'Europe, ne suivaient pas l'exemple de la révolution russe. Tout ça, c'est dans Lénine. Ce qui est terrible, dommageable aujourd'hui pour la classe ouvrière du monde entier, eh bien, c'est que des intellectuels, finalement, aient soutenu le régime stalinien pendant toute une époque et aujourd'hui rejettent le bébé avec l'eau de la baignoire. Moi, je me revendique de cette révolution russe. Vous avez grandi au Lilas et vous vivez toujours au Lilas. Vous parliez de la Russie, je crois que vous y êtes allé une fois. Non, je ne suis jamais allée. Et vous n'êtes pas allé aux États-Unis non plus. Vous avez très peu voyagé. Oui, vous savez, comme des millions de salariés qui doivent gagner leur vie, et quand en plus on fait de la politique sur ces temps de loisirs, on n'a pas forcément le temps de voyager beaucoup. Est-ce qu'on peut être candidat à la présidence de la République sans connaître un peu le monde? Vous savez, je prétends que par mes lectures, par mes contacts avec des militants d'autres pays, je prétends connaître aussi bien le monde que des gens qui vont recevoir des cadeaux quand ils vont en visite dans un pays étranger, ne voient pas la population, ne voient pas la réalité, sont dans des palaces, je ne sais pas, par exemple au Brésil, et ne voient pas la misère qui les entoure. Moi, le sort du monde... il m'intéresse, il me passionne au plus haut point. Si je suis révolutionnaire, c'est parce que j'ai envie de changer le sort de l'humanité dans le monde entier. Alors vous lisez beaucoup, vous allez au théâtre. Par contre, j'ai cru comprendre que vous trouvez la télévision, c'est pas votre truc, et le tiercé, vous trouvez ça très aliénant. Alors, quel dialogue pouvez-vous avoir avec les gens justement qui habitent les Lilas autour de vous, ou les gens du Crédit Lyonnais qui, eux, regardent la télévision, jouent au tiercé? Comment pouvez-vous les comprendre? Ils ne vous regardent pas comme une intello? Je regarde la télévision, tout à fait. J'en discute, je suis très critique, mais ça, c'est mon droit. Puis, je ne suis pas la seule, je crois. Et bien sûr que je discute de tout ça avec mes camarades de travail. Ah ben non, je ne joue pas au tiercé. Moi, je ne suis pas pour qu'on ait des illusions ni dans la vie, ni en politique. Je suis pour qu'on consciemment, on agisse sur les événements. Et je pense que la classe ouvrière, elle a les moyens, la force, pour peu qu'elle en soit convaincue, d'agir sur les événements et de changer les choses. Et c'est à sa conscience à laquelle je fais appel. Quels sont vos moments de bonheur dans la vie? C'est peut-être là soutenu par tous mes camarades, là tout de suite, de les voir tous. C'est la grande famille de la camaraderie. Oui, vous savez, c'est important. Quand on milite, on connaît vraiment la fraternité militante. Ça manque pas mal dans cette société. Mais il y a des enfants dans votre vie, je crois que vous vous occupez d'enfants, de neveux, de nièces, non? Écoutez, j'adore les enfants. Je milite pour changer le monde pour les enfants, parce que justement, je les aime, les enfants. Alors bien sûr que je fréquente des enfants, ceux de mes camarades, ceux qu'il peut y avoir dans ma famille, voilà, c'est tout, mais ça n'a rien d'extraordinaire. Vous avez eu finalement exactement la vie dont vous rêviez quand vous étiez enfant, justement? Vous pensiez que vous seriez comme ça une militante politique ou syndicale? Quand je rêvais, quand j'étais enfant, je devais être comme les autres enfants, je rêvais de tas de choses, je rêvais de voir la mer, finalement j'ai réussi à la voir. Vous ne rêviez pas de ressembler à une héroïne? Non, je ne crois pas, j'essayais d'en être une. Et quand vous regardez votre parcours, vous avez réalisé ce que vous souhaitiez ou vous êtes déçu? Je souhaiterais que les chiffres donnés par Monsieur de Virieux tout à l'heure, les 4,5% se multiplient par 2 ou par 3. Là, mon bonheur serait complet. Ce serait ça votre bonheur? Oui, ça serait vraiment formidable que plusieurs millions de travailleurs de ce pays votent pour la candidature d'Arlette L'Aiguiller. Vous avez parlé des femmes, vous êtes sensible au sort des femmes. Qu'est-ce que vous faites pour les femmes d'Algérie, par exemple? Écoutez, mon combat, bien sûr, rejoint le leur. Si vous me parlez spécialement des femmes d'Algérie... Oui, parce que c'est elle qui nous touche le plus, peut-être, en ce moment. Mais... Oui.
Ce que je fais, d'abord, je soutiens autant que je peux les manifestations. Je suis allée récemment au rassemblement en place de la République après l'assassinat de plusieurs femmes en Algérie. Et surtout, je milite aussi ici pour les aider parce que je crois que les femmes algériennes qui veulent se libérer aujourd'hui du code de la famille, de l'intégrisme, du port du voile, ont besoin du soutien des femmes de ce pays, des femmes et des hommes de ce pays. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, je soutiens leur combat et leur droit à exister en tant que femmes. Et puis surtout, je salue leur courage parce que je crois que là-bas, en Algérie, elles sont à la fois contre le pouvoir dictatorial en place et contre la montée des intégristes. Elles sont vraiment le fer de lance des luttes en Algérie. Dernière question, Christine Claire. Alors, puisque c'est la dernière, avant de sortir d'ici, vous allez enlever ce très léger maquillage qu'on vous voit pour la première fois ou vous allez le garder? Écoutez, je sais pas, j'y ai pas trop pensé. C'est pas trop de ça dont j'espérais qu'on allait parler ici. Bien, merci. Christine Claire. Monsieur Fidel Castro est actuellement à Paris. C'est votre type d'homme, Monsieur Castro? J'aime pas trop les barbus en général. Mais sur le fond? Parce que surtout aujourd'hui, ça représente quelque chose contre lequel je combats. Sur le fond? J'aurais dire deux choses par Fidel rapport Castro, homme politique. À l'avenue de Fidel Castro. Fidel Castro, pour moi, n'était pas un communiste, même si les Américains, finalement, l'ont poussé vers l'URSS, qui a été sa seule chance, finalement, de pouvoir survivre économiquement. Et ce que je trouve vraiment indécent et scandaleux, c'est évidemment ce blocus qui continue à peser sur Cuba, qui aggrave les difficultés économiques de ce pays. Mais il y a au moins une fidélité qu'il faut reconnaître à Fidel Castro depuis le début de la révolution cubaine. Et croyez-moi, on vit mieux même encore aujourd'hui à Cuba que dans Haïti, voisine pays capitaliste, impérialiste. C'est vrai, mais probablement et le niveau mieux, d'éducation, le niveau de la santé à Cuba est bien supérieur à la plupart des pays en voie de développement dans la zone capitaliste. Alors, de ce point de vue-là, mes critiques, je les porterai contre l'impérialisme américain. Jean-Marie Colombani, le programme de Madame Laguiller. Bonjour, on va poursuivre un peu dans cette veine-là à la suite de Fidel Castro et Cuba. Où situez-vous l'idéal communiste aujourd'hui sur la planète? Parce que quand on vous pose la question de l'idéal communiste, vous dites oui, je sais bien, on me dit il a fait faillite en Russie, mais moi je n'ai jamais cru au modèle soviétique, stalinien. Est-ce qu'on peut le voir à l'œuvre en Chine aujourd'hui? Est-ce que le modèle communiste chinois est le bon ou est-ce que le modèle communiste cubain est le bon? Est-ce qu'il existe? Il est évident que le communisme n'existe pas sur cette terre. Et que lorsque je dis que le communisme, ce sera possible, en fait, à l'échelle du monde, c'est-à-dire en mettant en commun vraiment toutes les richesses, toutes les productions, en organisant la production au niveau mondial, non pas pour la satisfaction des profits, mais pour la satisfaction des besoins des hommes et des femmes de toute la planète. Parce qu'aujourd'hui, eh bien, il y a des choses qui font cruellement défaut. Dans les pays développés, où on y viendra peut-être à propos de mon programme, on pourrait faire beaucoup de choses. On va venir à la situation et dans les trois quarts de l'humanité qui souffrent de la faim, du sous-développement, du manque de médicaments, d'un tas de choses qui sont résolvables, qu'on peut régler à condition qu'on change complètement l'économie et qu'on produise vraiment d'une autre façon. Oui, mais au niveau mondial, justement, est-ce que vous êtes d'accord pour considérer qu'en gros, dans les années 60, il y avait 2 habitants sur 3 de cette planète qui étaient dans le dénuement et qu'aujourd'hui, années 90, il y a 1 habitant sur 3 qui est dans le dénuement? Est-ce que vous êtes d'accord pour considérer que cette pente-là existe, cette pente-là vers du mieux-être, vers un certain progrès? Et est-ce que ce mieux-être, ce progrès vous convainc que malgré tout l'économie telle qu'elle fonctionne a quand même quelques mérites? Ou bien est-ce que vous balayez, cela? Vraiment, la vie pour vous, c'est des statistiques. Non. C'est une question qui se pose. C'est pas une. Vous savez. Sur 30 ans, si on regarde les choses sur 30 ans, moi, elles vont dans un sens ou dans un autre. Je veux bien qu'on discute de chiffres.
Je ne sais pas, on voit plein de reportages en ce moment à la télévision française pour dire que la misère s'accroît aux États-Unis, que 15% de la population est en dessous du seuil de pauvreté. En France, on compte combien? 3 millions de chômeurs officiels, un peu plus 3 millions. 300 000. Plus 3 millions de gens marginalisés, RMistes, en stage, qui travaillent quelques heures, quelques jours par semaine. C'est-à-dire 6 millions de gens qui sont dans la pauvreté, qui sont dans le besoin, qui n'ont pas suffisamment pour manger, pour se loger, pour se soigner. Alors vaut un tiers, 2 tiers, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas exactement ni la même impression, ni les mêmes chiffres. J'ai l'impression que la misère s'agrandit, qu'il y a à nos portes des épidémies énormes, pas seulement le sida en Afrique, de tout un tas de maladies qu'on ne soigne pas, parce que produire ces médicaments, ça serait produire sans faire de profit. Alors il y a un tas de maladies qu'on connaît, qu'on peut soigner, qu'on ne soigne pas, parce qu'il y a la moitié des habitants de l'Afrique ou plus qui n'est pas solvable pour payer ces médicaments. Peut-être pour vous, c'est une élévation du niveau de vie, mais à qui on le doit? À qui on le doit en plus cette élévation? Est-ce que, effectivement, on parlait de Cuba tout à l'heure. Bah oui, Cuba avait au moins réglé le problème de la faim dans l'île. Et ça vous paraît plus important que le problème de la liberté, s'agissant de Cuba? Je ne sais plus si on discute de Cuba ou non, du monde. Je saisis au vol votre remarque. Il est plus important d'aller vers le bien-être sans la liberté que d'aller vers le bien-être aux dépens de la liberté, puisque vous citez Cuba. Il ne peut pas y avoir de bien-être sans liberté, évidemment. Mais la première condition du bien-être ou du mieux-être, c'est quand même d'avoir un toit, d'avoir de quoi manger, d'avoir de quoi s'éduquer et se soigner. C'est la première condition, même pour pouvoir exercer une petite once de liberté de toute façon. Maintenant, si vous pensez que, oui, à Cuba, il y a un parti unique, j'ai toujours combattu ça. Je ne suis pas d'accord avec ça, mais est-ce que vous croyez que nous vivons vraiment dans les pays développés en démocratie? Est-ce que c'est la démocratie d'élire tous les 4, 5, 6, 7 ans, ça dépend des mandats et des élections, d'élire des hommes qui finalement, une fois élus, vont remiser leurs promesses au vestiaire et puis vont surtout servir les intérêts des possédants, des grands capitalistes, des grands trusts mondiaux, qui, eux, en réalité, se payent des hommes politiques pour pouvoir mener tranquillement leurs affaires à l'ombre de l'État et avec l'argent de l'État. Alors c'est peut-être ça pour vous, la démocratie, mais en plus, je ferai remarquer que la démocratie, elle n'existe pas dans les pays capitalistes des 3/4 du globe. Je continue, oui. Même si j'ai envie de vous dire, c'est pourtant à cette règle du jeu-là que vous participez aujourd'hui, en ce moment. C'est-à-dire ? Cette règle du jeu démocratique, entre guillemets, puisque vous êtes candidate à une élection, et quelle élection ? Mais bien sûr, et j'espère bien que dans tous les pays qui soient un peu démocratiques, un peu plus, un peu moins, ou beaucoup, ou pas du tout, les militants révolutionnaires tentent de se servir de tous les moyens, effectivement, pour faire entendre leur langage, pour donner les solutions. On y viendra peut-être à les solutions. Vous dites justement, les changements fondamentaux ne sont jamais sortis des élections. Oui. Donc je voudrais savoir comment vous voyez les changements fondamentaux à venir pour la France ou souhaitables pour la France après le 7 mai prochain. Donc à partir du 8 mai. Et comment voyez-vous les choses se dérouler ? Est-ce que le pays est lourd, j'allais dire, d'une explosion sociale que vous voyez survenir quoi qu'il arrive ? Ou est-ce que nous entrerons à nouveau dans un cycle élection présidentielle, état de grâce et ainsi de suite? État de grâce pour le nouvel élu et ainsi de suite. Les changements fondamentaux, ils sont évidemment jamais venus des élections. Si les travailleurs en 1936 ont obtenu les congés payés, des augmentations de salaire, ce n'était pas grâce au gouvernement de Front Populaire, c'était grâce à la grève générale. Et en 1968, c'est la même chose. Le peu qui a été obtenu, l'augmentation du SMIC de 30%, un certain nombre de choses dans les entreprises, ça a été par une grève générale
qui a suffisamment d'ailleurs inquiété De Gaulle pour qu'il se réfugie dans les bras du général Massu pendant 2 jours. On l'a vu partir en hélicoptère en Allemagne. Ce qui prouve d'ailleurs que certains hommes politiques sont des fois assez lucides sur le fait que les changements fondamentaux viennent plus des luttes de la classe ouvrière. Juste une petite Alors là, parenthèse. je ne suis pas prophète. J'essaye de répondre complètement, oui, allez-y. même s'il y a plusieurs questions dans ce que vous me demandez. Je ne suis pas prophète. Ce que je peux vous dire, c'est que des luttes, il y en a en ce moment, pendant que nous parlons. En Corse, il y a le personnel de l'EDF qui a séquestré leur directeur, je crois, toute la nuit pour obtenir une création d'emplois de 35 postes. Ce qui est très important dans la période actuelle, que les travailleurs interviennent pour des créations d'emplois. On a eu toute la semaine dernière des débrayages massifs suivi par plusieurs milliers d'ouvriers à Renault-Flin pour des augmentations de salaire. Alors, c'est tous les jours qu'il y en a effectivement des conflits. Est-ce que ces conflits convergeront pour créer vraiment un mouvement d'ensemble qui seul sera de nature effectivement à faire céder le gouvernement et le patronat? Ça, je ne peux pas répondre. Je peux simplement vous dire que moi, je le souhaite, contrairement à beaucoup d'hommes politiques qui, eux, le craignent. Dans l'idée que vous avez des changements, justement, et de la façon dont ces changements peuvent survenir, vous dites toujours il n'y a qu'un seul agent du changement, c'est le prolétariat. Où situez-vous les frontières du prolétariat aujourd'hui? Comment le définissez-vous? Puisque vous avez l'habitude de critiquer ceux qui disent que le prolétariat n'existe plus. Oui. Où sont On les enterre frontières? régulièrement le prolétariat dans la presse, y compris dans votre journal, d'ailleurs, j'ai lu ça récemment. Et je crois que ça amuse beaucoup les travailleurs, ce genre de choses. Ils ne le lisent pas forcément, mais quand on leur raconte, ils trouvent que... sans doute les journalistes ne se rendent pas compte qui fabriquent leurs voitures, qui fabriquent leurs chaussures, qui fabriquent leurs vêtements, qui préparent les plats surgelés qui feront réchauffer dans leur micro-ondes, qui conduit les autobus dans les quartiers difficiles, qui soigne les malades dans les hôpitaux, qui produit des voitures, de l'acier, même s'il n'y a plus beaucoup de sidérurgistes dans ce pays, etc. Alors la classe ouvrière, elle existe. La classe ouvrière, elle n'exploite personne, contrairement au patronat. Donc, est-ce que par rapport à ces problèmes et aux définitions que vous donnez, vous êtes surprise ou non par exemple, du score que peut faire un Front National par rapport à la façon justement dont le prolétariat peut ressentir les problèmes de vie quotidienne, sécurité, immigration, conditions de vie dans les quartiers difficiles, etc. Et au bout de la route, se vote pour l'extrême droite. D'abord, j'ai envie de revenir sur une fable qui consiste à dire que c'est la classe ouvrière qui vote Le Pen. Il y a sûrement, malheureusement, des travailleurs assez inconscients pour voter pour un ennemi des travailleurs. Mais on vote beaucoup Le Pen dans certains beaux quartiers de la capitale, de Neuilly ou d'un certain nombre de villes où ils n'ont peut-être jamais vu ce que c'était qu'un travailleur immigré. Et bien souvent, on vend des transferts de voix dans certaines villes du RPR ou de l'UDF vers le Front National. Maintenant, sur le fond, si malheureusement, effectivement, il y a des travailleurs abusés par Le Pen, parce que c'est tellement plus facile de désigner l'étranger comme le bouc émissaire, c'est quand même une vieille recette de l'extrême droite, plutôt que de s'attaquer au patronat, ce que bien sûr un Le Pen ou un De Villiers ne font pas, évidemment. Je dis De Villiers parce que c'est le même langage en réalité. Alors, effectivement, les travailleurs ont tort, mais je vous dirais que ce problème-là, il se résout vite dans la classe ouvrière. Pour revenir 2 secondes sur Flins, vous savez, quand aujourd'hui les travailleurs de Flins se battent, c'est toute nationalité confondue, toute couleur de peau confondue. Et ils ont bien plus de pouvoir dans leur lutte pour peser justement sur les décisions, sur ces augmentations de salaire qui seraient nécessaires aux travailleurs aujourd'hui, et pas 2%, de 1 000 à 1 500 francs. C'est ça qui manque aux travailleurs aujourd'hui. Croyez-moi, Le Pen, il n'existe plus dans ces cas-là. Et la solidarité ouvrière, elle joue à plein. Alors sur le patronat, justement, il y a en ce moment une affaire importante qui se développe.
et qui est la mise en examen donc du patron du deuxième groupe industriel français. Est-ce que vous avez le sentiment que dans ces affaires, globalement, de façon générale, on s'en prend plutôt aux hommes, en l'espèce à un homme, alors qu'il vaudrait mieux mettre en cause un système ou une mécanique, ou bien est-ce que vous considérez que ce qui se passe, au fond, c'est justice? Oui, c'est justice, ça c'est sûr. Encore que je sais pas, je veux pas trop plaindre Monsieur Soir de ce qui va lui arriver. Pour l'instant, il peut plus diriger son groupe, ce qui va continuer sans lui, ce qui prouve d'ailleurs qu'on ne peut pas se passer de travailleurs dans les entreprises, mais les patrons, on peut très bien s'en passer. Et à ce propos-là, ce que je voudrais dire justement, c'est que oui, votre question, c'était est-ce que ce qu'il faut, c'est remettre tout en cause, tout le patronat? Pas évidemment. Évidemment qu'il n'y a pas que Alcatel qui profite de l'argent de l'État, non seulement simplement pour exister, parce que tous ces gens qui nous vantent aujourd'hui le libéralisme à tout crin n'existent bien souvent, ne font du profit que parce qu'il y a les commandes de l'État. Alors quand en plus, comme Monsieur Soir, apparemment, on a carrément puisé dans la caisse de France Télécom, eh bien oui, c'est grave, c'est bien plus courant en réalité qu'on le croit. Et la seule façon qui permettrait vraiment de le savoir, ce serait que les travailleurs aient le contrôle de la comptabilité des entreprises, des comptes en banque des dirigeants de ces entreprises. Et puis pas seulement les travailleurs de l'entreprise, les associations de consommateurs, les associations d'usagers, qui aient réellement un contrôle de la population sur ces gens qui en réalité décident de tout, y compris de la politique du pays. Merci Jean-Marie Colombani. On enchaîne tout de suite avec Alain Duhamel. Bonjour madame. Bonjour monsieur Damas. Cette société dont vous rêvez, dont vous venez de parler, est-ce que vous croyez que vous la verrez de votre vivant? Je l'espère. Mais vous le croyez? Vous savez... Parce qu'il y a ce que vous souhaitez, qui est évidemment légitime, puis il y a ce que vous prévoyez. Je ne sais pas, aujourd'hui, on veut absolument me prendre pour un prophète, quelqu'un qui lit dans le marc de café. C'est pas le sens de ma question. Je vous dis, je le souhaite. Je souhaite le vivre. Et si je ne le vis pas, ce que je suis persuadée, c'est que d'autres le vivront, bien évidemment. Alors bien sûr, on peut avoir malheureusement la barbarie, plutôt qu'une société communiste au sens de communautaire, au sens du partage. Et oui, effectivement, les idées dominantes aujourd'hui vont plutôt dans ce sens-là. Dans le sens des idées réactionnaires, dans le sens du fait que la classe ouvrière doit être toute disposée à accepter n'importe quelle condition de travail, où on culpabilise ceux qui ont un emploi en leur disant « mais il y a des chômeurs à vos portes, vous devez accepter n'importe quel horaire, n'importe quel salaire ». Donc vous voyez que ce n'était pas simplement du marc de café que je vous demandais. Non, mais je ne peux pas répondre. Est-ce que je verrai la révolution? Je l'espère. Il y a eu, ça s'est terminé il y a quelques heures, un sommet très important auquel participait François Mitterrand à Copenhague, dont l'objectif, je dis bien l'objectif, était d'essayer de voir s'il était possible de lutter contre la pauvreté dans le tiers-monde. Et le président français a lancé une apostrophe, c'était sa dernière intervention publique de ce genre, sur le thème, il faudrait qu'il y ait un contrat entre les pays riches et les pays pauvres, et notamment qu'il y ait un quota de ressources sociales réellement affectées aux gens. Est-ce que c'est le genre de choses qui vous paraissent purement verbales, ou est-ce que ça vous paraît aller dans le bon sens? Bon, écoutez, des discours comme ça, on en a entendu des dizaines, des centaines, c'est régulier. Tout le monde se rappelle Rio, je crois, il y a 2 ans, où on devait faire tellement de choses pour l'environnement, pour la planète, et où 2 ans après, je crois, pas le moindre centime n'a encore été versé par aucun des gouvernements qui se sont engagés à faire quelque chose pour l'environnement. Alors, ce qui s'est passé là à Copenhague va être de la mémo, exactement comme les promesses de Mitterrand en 81, comme les promesses de Chirac, de Balladur ou de Jospin aujourd'hui. Alors, puisque vous parlez de François Mitterrand, bon, il va terminer son 2e et dernier septennat. Quel bilan est-ce que vous essayez de faire je veux dire, pas le sens global, on l'imagine trop facilement, mais est-ce qu'au fond, dans son bilan, il y a des choses qui vous ont plu ou pas?
Vous savez, il faut remonter vraiment aux 3 ou 6 premiers mois de 81 pour trouver l'abolition de la peine de mort, les 39 heures, la retraite à 60 ans. Alors, il nous reste l'abolition de la peine de mort. La retraite en 60 ans, on en parle de moins en moins puisqu'il faut plus d'années de cotisation. Livre blanc commandé sous Rocard et puis appliqué sous Balladur. Et puis, les 39 heures... Oui, on ne sait plus trop si on les a, si on les a pas. On voit l'Union patronale de la métallurgie qui veut qu'il n'y ait même plus d'horaire de fixé du tout, qu'il y ait des contrats individuels entre les travailleurs et les salariés. Et puis ensuite, dès 82, on a eu le blocage des salaires, les licenciements, la sidérurgie avec les dizaines de milliers de licenciements, l'automobile. On a eu les attaques contre la classe ouvrière. Et peut-être, si j'en veux le plus à l'Union de la gauche, c'est d'avoir remis au goût du jour, finalement, le patronat, le profit, la spéculation boursière, en disant aux travailleurs que tout ça, c'était incontournable, c'était formidable. Ce qui fait que les travailleurs, ils n'ont pas vu de différence entre la droite et la gauche, et qu'aujourd'hui, effectivement, ils sont désillusionnés, ils étaient démoralisés, parce que je crois qu'ils sont en train de retrouver le moral. Les luttes qu'il y a en ce moment le montrent, mais je crois aussi qu'ils vont être beaucoup moins prêts à faire confiance à toutes ces promesses qui sont trahies dès qu'on est élu. Et alors, si vous deviez cette fois-ci écrire en une phrase, enfin en quelques mots, la façon dont vous regardez les 14 années de mitterrandisme, vous diriez quoi? En quelques mots? Oui. Oui, je dirais ce que les sidérurgistes lorrains disaient dès 84, Mitterrand, tu nous as trahis, Mauroy, tu nous as trahis. Alors, il y a un certain nombre de candidats de gauche qui sont en lice aujourd'hui. Il y a notamment Robert Rull, candidat communiste. Bon, oui. Il y a certains points de son programme qui correspondent à vos objectifs. Par exemple, l'augmentation immédiate des bas salaires. Est-ce que vous avez l'impression que... Je peux faire dire augmentation des salaires parce que je crois que ce n'est pas le problème de revendiquer ou de mettre dans un programme. L'augmentation des salaires, nous ne l'obtiendrons qu'en nous battant. Et si nous nous battons, il faut prendre les revendications qui ont été estimées par les travailleurs dans toutes les entreprises de 1 000 à 1 500 francs de perte du pouvoir d'achat depuis le fameux blocage des salaires. Ça correspond assez à ce que dit de son côté Robert Rull. Alors, ma question, c'est... Hein ? Ah oui. Ma question, c'est est-ce qu'au fond, vous, sur le plan social, je ne dis pas sur le plan idéologique ni théorique, mais sur le plan social, est-ce que vous vous sentez quand même une sorte de cousinage ou de parenté avec lui ? Je crois que sur les salaires, effectivement, on chiffre le même montant. Je crois que je suis la seule à dire différemment de tout le monde sur les solutions à apporter. Je crois que je suis la seule à dire aujourd'hui qu'il faut réquisitionner les entreprises qui suppriment des emplois, les entreprises qui licencient et, en premier lieu, bien sûr, celles qui font des bénéfices et qui continuent à avoir des plans sociaux, des plans de licenciement. Alors vous dites je crois que c'est la première mesure d'urgence. Oui, c'est une forme de nationalisation, mais sans indemnité ni rachat. C'est une réquisition, c'est une expropriation sans indemnité ni rachat et faire fonctionner les entreprises. Je le répète, sous le contrôle des travailleurs, sous le contrôle de la population, décider de ce qu'il est bon de produire, y compris de produire sans profit. Parce qu'on peut produire sans profit. Vous savez, on nous révèle là, entre le portefeuille d'actions de M. Balladur et les salaires, ou d'obligations de SICAV monétaire, le cumul qu'il avait, qui lui faisait entre conseillers de GSI, ses indemnités, gagner, je crois, 176 000 francs par mois, etc. Alors, on voit dans les affaires Soir, Pinot-Valenciennes, on voit dans la liste des fortunes qui sont publiées aujourd'hui qu'il y a eu beaucoup de profits pendant que la classe ouvrière était en train de mourir à petit feu dans ce pays. Eh bien, ces profits, il faut les réquisitionner. Il faut qu'ils servent à créer des emplois, à créer des biens utiles, à construire des logements, à améliorer le réseau dans les banlieues ou autour des grandes villes de transport, faire des interconnexions. Il y a beaucoup de choses qu'il faut faire, mais il faut en avoir la volonté. Et ça ne peut passer que par reprendre ce pouvoir à ceux qui sont en train de mener effectivement ce pays à la faillite, parce qu'ils préfèrent spéculer sur les monnaies
et sur les bourses de toutes les places du monde, plutôt que de se poser le problème d'où en est le pays aujourd'hui. Lorsque quelqu'un comme Robert Rue, mais aussi quelqu'un comme Lionel Jospin dit qu'il faut distinguer entre les grandes entreprises internationales et les PME, et que les PME, il faut à la fois leur présenter des demandes, bien entendu, mais veiller à ce qu'en même temps, elles ne risquent pas d'être mises en difficulté. Est-ce que c'est une différence que vous faites, vous aussi, ou pas du tout ? Moi, je suis méfiante quand on dit ça parce que j'ai toujours entendu dire qu'il fallait sauvegarder les intérêts des petits quand il s'agissait de donner aux gros. On connaît ça très bien dans le monde agricole, où on nous fait toujours pleurer sur les difficultés des petits paysans, des petits agriculteurs, pour finalement donner beaucoup d'argent aux gros de l'agriculture, aux industries agroalimentaires. C'est la même chose. C'est la même chose dans l'artisanat. Je dirais qu'il y a PME et PME. Alors le petit artisan qui travaille avec quelques ouvriers, qui n'est pas plus payé qu'eux, qui ne gagne pas plus qu'eux, il n'a rien à craindre d'ouvrir ses livres de compte et ses comptes en banque. Il ne lui arrivera rien de la part des révolutionnaires. Mais c'est ça qu'il faut avoir, c'est le contrôle. Et quand même un petit patron qui exploite 100, 200, 300 salariés nous dit qu'il est en faillite et que ça ne va pas, nous demandons, nous les travailleurs, le contrôle des comptabilités. Alors, cette volonté que vous avez, parce que ça fait au moins 4 ou 5 fois que vous le dites depuis le début de l'émission, d'avoir les travailleurs, la population, tout le monde qui puisse en permanence vérifier, contrôler, surveiller, voir si c'est vrai, si c'est faux, etc. Est-ce que vous avez l'impression que c'est un sentiment qui est beaucoup partagé par les électeurs, ça ? Cette volonté-là. De plus en plus. Vous savez, je lisais, on parle beaucoup du prix de l'eau actuellement. Oui. Entre parenthèses. Oui, on en parle beaucoup, je suis d'accord. On en parle beaucoup. Il faudrait attention, parce qu'il ne nous reste plus que 3 ou 4 minutes. Mais il faudrait nationaliser ces compagnies qui font beaucoup d'argent sur le dos des consommateurs. Ça, c'est plutôt un point que vous avez en commun aussi avec Robert Rue, ça. Oui, certainement. Oui. Et oui, alors il faut beaucoup se méfier, mais je crois que les consommateurs font de plus en plus attention. J'ai vu là une municipalité de l'Essonne où le maire s'étant aperçu que sur sa facture d'eau, il y avait une taxe qui n'aurait pas dû y être, s'est aperçu, je ne sais plus si c'est la Générale des Eaux, la Lyonnaise des Eaux, percevait comme ça, sur tous les consommateurs, une taxe qu'elle n'avait pas à percevoir, parce qu'il n'y avait même pas... Oui, mais ça a l'air d'être des détails. Mais croyez-moi, il faut faire sa publicité à ces choses-là, parce qu'effectivement, les consommateurs, quand ils s'aperçoivent de ça, ils ont envie de contrôler les comptes. Entre Lionel Jospin, candidat socialiste, Édouard Balladur, Jacques Chirac, est-ce que vous voyez des différences d'orientation, ou est-ce que pour vous, ce sont des variations autour du même thème ? Oui, ça je l'ai dit, c'est vraiment les deux bouts d'un même bâton. Ils ont gouverné ensemble, ils sont dans les mêmes formations. Ce sont des hommes du patronat. Je dis aussi avec Lionel Jospin, qui n'est pas dans la même formation et qui n'a pas gouverné avec eux pour l'instant. La réponse est venue avant la question. Voilà. Non, c'est pas ça, c'est que, vous savez, c'est impressionnant l'heure de vérité. Donc je vais vous répondre d'abord sur... Vous n'avez pas l'air martyrisé. Je vais vous répondre sur les deux de la même famille politique. Bon, alors, leur bilan, on le connaît, on les a vus au gouvernement, les uns et les autres. Et Jospin aussi, on l'a vu au gouvernement. Et on l'a vu comme ministre de l'Éducation nationale. Oui, et on l'a vu ministre de l'Éducation nationale, puis on l'a vu secrétaire du Parti socialiste, à faire avaler aux militants toutes les mesures impopulaires. J'ai pas entendu que Jospin, aujourd'hui, dise qu'il regrette tout ce qui a été fait contre la classe ouvrière. Quand il dit... distribuer autrement entre les profits et les salaires, quand il dit réduire la durée du travail, etc., ça vous paraît... Quand il dit, distribuer autrement ? Oui, distribuer autrement. Oui, je l'ai lu dans son programme, moi. Les profits et les salaires. Absolument, écoutez, c'est dans son programme. J'y peux rien, c'est pas moi qui l'ai écrit. J'ai pas dur, parce que c'est quand même très vague. Vous l'avez pas lu ? Moi, si, j'ai lu les mesures très précises. Mesures de Lionel Jospin. En phasing, c'est fini, alors vraiment en substance, en 2 mots. Oui, des cadeaux au patronat, 5 000 francs, exonération des charges sociales sur les 5 000 premiers francs, si j'ai bien compris, jusqu'au salaire égal à 14 000 francs. Alors moi, je connais beaucoup plus de travailleurs payés en dessous de 14 000 francs, donc je pense que ça va représenter des dizaines et des millions de salariés pour lesquels le patronat n'aura pas à payer de charges sociales. Je vais demander, avec l'autorisation de François-Henri, simplement un chiffre. Combien sera coupé avant la fin ? Non, mais un chiffre. Combien est-ce qu'il y a de militants à lutte ouvrière ? Un chiffre. 2000. Voilà.
Merci Alain Duhamel. C'était donc l'heure de vérité de Madame Arlette Laguiller, candidate de lutte ouvrière à la présidence de la République. Madame Laguiller qui participait pour la première fois à l'heure de vérité. Vous serez candidate de nouveau en 2002 ? Je n'ai pas oublié la question. Je crois qu'on aura fait bouger les choses avant. Je vous souhaite un bon anniversaire, Madame, car samedi prochain, vous aurez un an de plus. Hein. Dimanche prochain, nous recevrons Monsieur Philippe Séguin, président de l'Assemblée nationale, les bras droits du candidat Chirac. Il sera particulièrement intéressant d'entendre Monsieur Séguin dimanche prochain, 3 jours après l'annonce du projet européen de Monsieur Chirac, puisque chacun le sait, les deux hommes n'avaient pas pris la même position au moment du vote du traité de Maastricht. Dans 10 minutes, le journal présenté par Philippe Lefebvre. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain.